La nuit était tombée sur Ouagadougou, enveloppant la capitale d'une lourde torpeur, où même les grillons semblaient retenir leur souffle. Dans les couloirs silencieux du palais de Koulouba, le capitaine Ibrahim Traoré était seul, penché sur une pile de rapports confidentiels. L'air sentait la tension. Un pressentiment s'était installé en lui depuis plusieurs jours, comme un écho qu'il ne parvenait pas à identifier. Il leva les yeux, fixa l'obscurité au-delà de la baie vitrée et murmura pour lui-même. Quelque chose ne va pas. Les signes étaient là, discrets mais insistants. Une cargaison d'armes interceptée près de la frontière nigérienne, des transferts bancaires suspects depuis Abidjan vers des comptes anonymes, des officiers de second rang qu'on surprenait à chuchoter dans les couloirs. Mais surtout, une constante dans tous les rapports, le nom de Souleymane Dabiré. Ce nom, il ne l'avait pas lu. Il l'avait ressenti. Comme une gifle invisible, une morsure dans le ventre. Souleymane. Son frère d'âme. Celui avec qui il avait partagé le riz sec dans les dortoirs de l'université, échangé des idées de révolution sous les manguiers de Bobo Dioulasso, combattu dans les tranchées du Nord quand le pays se disloquait sous les attaques terroristes. Ce frère-là, aurait-il changé? Ibrahim attrapa une feuille à noter à la main. C'était un résumé de plusieurs écoutes téléphoniques classées niveau 1. Des voix cryptées, difficiles à identifier. Mais le ton, le vocabulaire, les références utilisées, tous les agents du renseignement s'accordaient. L'un des interlocuteurs, surnommé Zorba, était très probablement Souleymane. Un frisson parcourut le capitaine. Il se leva, tourna lentement dans la pièce, le regard vide. Zorba. Pourquoi? Il alluma un vieux magnétophone sécurisé. Un extrait d'enregistrement grésilla dans la pièce. La voix était légèrement trafiquée, mais reconnaissable. Le moment est proche. L'Est est prêt. Les troupes sont déjà influencées. Il suffira de 2 nuits. Traoré ne verra rien venir. Ensuite, nous rétablirons l'ordre avec nos partenaires. Les partenaires? Des contacts venus de Côte d'Ivoire. Une poignée de diplomates français en mission humanitaire depuis peu. Et selon les fichiers des renseignements, l'ombre d'un général étranger basé à Djibouti. Tout semblait converger. Un réseau. Un financement. Une volonté. Et au centre, un homme qu'il croyait incapable de trahir. Le lendemain matin, dans la cour intérieure du palais, Ibrahim reçut discrètement le commandant Yabré, chef des renseignements stratégiques. Celui-ci, visiblement affecté, déposa une mallette noire devant lui. « Mon capitaine, nous avons dû vérifier jusqu'au dernier détail. Mais il n'y a plus de doute. » Il ouvrit la mallette. À l'intérieur, des photos, des relevés téléphoniques, des captures de messages cryptés, et un rapport complet, Opération Nouvelle Racine, dirigé par Souleymane Dabiré, co-dirigé avec des militaires déchus du régime d'Amiba, soutenu discrètement par des consultants privés venus d'Europe. Ils veulent frapper à Diapaga, ajouta Yabré. Prendre la ville, couper les communications, et créer une panique générale dans l'Est. De là, lancer une annonce sur une transition de redressement. Ibrahim ne dit rien. Il regardait la photo de son ami. Le sourire de Souleymane, capté lors d'un discours de 2022, semblait encore vivant, sincère. Un souvenir poignardait son esprit. Ils étaient là, ensemble, sur le front de Gasquindé, 2 mois avant la chute de Damiba. Souleymane l'avait sauvé d'une embuscade ce jour-là. Il l'avait tiré de la poussière et crié. « Je te protège, frère. Jusqu'à la mort. » Et maintenant, ce même homme voulait s'emparer du pouvoir, ou pire, livrer le pays à ceux qu'ils avaient juré de combattre. « Je veux le voir. » Seul, murmura Ibrahim. Yabré hésita, puis hocha la tête. « On le surveille jour et nuit. Il est encore libre. Il ignore qu'on sait. Tu peux le voir, mais sois prudent. » Ce soir-là, dans un modeste appartement discret de la zone du bois, Ibrahim sonna à une porte connue. Celle de Souleymane. Celui-ci ouvrit, surpris mais souriant. « Ibra! Toi ici? Je pensais que tu étais à Gaoua. »« Besoin de calme et de réponse, » répondit le capitaine avec un calme glacial. Ils s'assirent. Partagèrent un verre de bissap, comme avant. Mais le silence était lourd. « Dis-moi la vérité, Souley. Je veux que ce soit toi qui me la dise. Pas un rapport. Pas une photo. Pas un enregistrement. » Le visage de son ami se figea. Un instant, il sembla se briser. Mais il se reprit. « Tu crois que je ferais ça? À toi? Au Faso? Je ne crois rien.
Je sens. Et ce que je sens, me fait mal. Sulayman se leva, tourna le dos à son ami. Il regarda le mur blanc devant lui, comme si des réponses s'y cachaient. Tu ne vois pas que tu es seul? Tu crois que ce pays t'écoute? Tu crois que ce qu'on a commencé ensemble existe encore? Il se retourna, les yeux brillants. Moi, j'ai voulu sauver ce qu'il en reste. Toi, tu es devenu un mythe. Et les mythes ne dirigent pas un peuple qui a faim. Le choc fut terrible. Ibrahim baissa la tête. Il se leva, posa une main sur l'épaule de son ami, et murmura. Je te pardonne, même si tu ne demandes rien. Mais je te ferai arrêter. Non pas pour me venger. Pour que le faso sache que même la douleur n'achète pas la trahison. Puis il sortit, sans un mot de plus. Derrière lui, le silence. Devant lui, une tempête. 3 jours avaient passé depuis leur confrontation. 3 jours où Ibrahim Traoré n'avait quasiment pas dormi. 3 jours où, entre les conseils de sécurité, les messages des chefs militaires, les prières silencieuses dans sa chambre, une seule image revenait encore et encore, celle du regard de Sulayman, chargé non pas de haine, mais d'une amertume insondable. Comme si la trahison avait germé non pas dans le cœur d'un ennemi, mais dans celui d'un frère blessé. Il avait espéré, en sortant de cette rencontre, qu'une partie de son ami lutterait encore pour choisir la patrie plutôt que la colère. Mais l'espoir est un feu fragile. Le matin du 4e jour, le commandant Yabré fit irruption dans le bureau présidentiel, un téléphone en main, les traits tirés. Mon capitaine. Il a tenté de fuir dans la nuit. Direction la frontière ivoirienne. Nous l'avons intercepté à Bassier, avec 2 complices et des armes camouflées dans une cargaison humanitaire. Le choc frappa Traoré de plein fouet. Il posa lentement le stylo qu'il tenait. Puis il ferma les yeux. Sulayman n'avait pas seulement confirmé les soupçons. Il avait accéléré l'opération. Il avait choisi la voie de l'irréversible. Est-ce qu'il est en sécurité? Demanda-t-il. Oui. Il est détenu dans une cellule spéciale au centre de renseignement. Aucun contact extérieur. Nous attendons vos directives. Ibrahim acquiesça. Il n'y aurait pas de torture. Pas d'humiliation. Pas de vengeance. Ce n'était pas un règlement de compte personnel. C'était l'histoire, désormais, qui tranchait. Préparer une commission spéciale. Interne. Discrète. Je veux un dossier complet d'ici ce soir. Et j'irai le voir. Une dernière fois. Le soir venu, l'air était lourd au centre de renseignement. Des lampes blafardes éclairaient les couloirs comme un hôpital fantôme. Escorté de 2 gardes, Ibrahim traversa le long couloir bétonné jusqu'à une porte marquée C4. À l'intérieur, assis sur une chaise de fer, menotté au poignet, Sulayman attendait. Son visage portait les traces de fatigue, mais pas de peur. Quand il leva les yeux et vit Ibrahim, un petit sourire nostalgique naquit sur ses lèvres. « Alors, tu es venu me regarder tomber ?» Ibrahim secoua la tête. « Je suis venu regarder en face ce qui me fait le plus mal. » Ils restèrent silencieux un instant, comme 2 statues figées dans un passé commun. Puis Ibrahim parla. « Tu aurais pu tout me dire. Tu aurais pu venir, crier, pleurer, accuser. Mais au lieu de ça, tu as choisi de poignarder le peuple. » Sulayman répondit, la voix éraillée. « Le peuple? Tu crois qu'ils m'écoutent encore? Ils ont faim, Ibra. Ils meurent. Tu fais peur aux puissants, c'est vrai. Mais eux, ils nous affament doucement. Et toi, tu es devenu l'homme qu'on attend. Pas celui qu'ils comprennent. Alors tu as trahi? » Cracha Ibrahim, la voix tremblante. « Tu as pactisé avec ceux qu'on combattait ensemble. Tu t'es vendu à ceux qui ont pillé ce pays? » « Je me suis vendu à une idée, » répondit Sulayman. « Celle d'un retour à l'équilibre. Même s'il fallait pour cela trahir un frère. » Le silence retomba. Il n'y avait plus rien à dire. La fracture était complète. Ibrahim fit un pas vers lui. Son regard se brouilla. Il tendit la main, comme pour le toucher, une dernière fois. « Tu étais la seule personne à qui je pouvais encore faire confiance. Tu étais la dernière ancre de mon humanité. Et maintenant, tu m'as appris que même la fraternité peut être une illusion. Merci, Sulayman. Maintenant je suis prêt à diriger, seul. » Il sortit, lentement. Il ne se retourna pas. La nuit suivante, les réseaux sociaux explosèrent. Une rumeur, subtilement distillée par un ancien journaliste pro-occidental,
laissait entendre qu'un gros poisson du cercle présidentiel venait d'être arrêté pour tentative de coup d'État. Les partisans de la souveraineté s'enflammèrent. Des jeunes descendirent dans la rue, criant leur soutien au président. Mais d'autres pleuraient, car eux aussi connaissaient Souleymane. Ils avaient vu sa générosité, sa force, son engagement. La douleur de la trahison était nationale. Ibrahim, enfermé dans son bureau, suivait tout cela en silence. Il ne parlait plus, ne mangeait presque plus. Il se contentait de lire et relire les derniers mots de son ami, griffonnés sur une feuille qu'il avait laissée dans sa cellule. Le pouvoir est une montagne. À mesure que tu montes, tu vois les tiens tomber. Mais n'oublie jamais que toi aussi, tu peux glisser. Le président plia la lettre. Il la rangea dans un tiroir, à côté d'une photo en noir et blanc, 2 jeunes soldats en treillis, souriants, couverts de poussière, mais pleins d'espoir. Cette photo, c'était l'avant. Avant la rupture. Avant la trahison. Et maintenant, le capitaine Ibrahim Traoré était prêt à affronter l'après. L'aube s'était levée sur Ouagadougou avec une pesanteur étrange. Ce jour-là, l'air semblait chargé de cendres invisibles, comme si la ville entière retenait son souffle avant un orage. Dans la salle du Conseil supérieur de la sécurité nationale, les sièges étaient occupés par les hauts gradés de l'armée, les chefs de la gendarmerie, les juges militaires et quelques membres du gouvernement restreint. Tous attendaient que le président prenne la parole. Ibrahim Traoré entra, en uniforme. Il ne portait aucun insigne de grade. Juste la sobriété de l'homme qui, désormais, savait que le poids de la vérité était plus lourd que celui des étoiles cousues sur une épaulette. Il posa un dossier épais sur la table, le regard fixé vers l'avant. Ceci est le rapport complet sur la tentative de coup d'État avorté menée par le commandant Souleymane Diallo, ancien frère d'armes et ami personnel du chef de l'État. Ce document contient les éléments de trahison, les complicités étrangères, les preuves de financement illégal et les enregistrements des réunions secrètes. Le silence fut total. Il continua, d'une voix ferme, mais mesurée. Je n'ai jamais pensé, en prenant la tête de cette transition, que je serais un jour contraint de juger ce que j'aime. Mais si nous voulons que le Burkina Faso survive, si nous voulons être respectés, alors personne, je dis bien personne, ne doit être au-dessus de la loi. Il marqua une pause. Ce n'est pas Souleymane que nous jugeons. C'est ce qu'il est devenu. Et ce qu'il a voulu faire à notre pays. Le procès interne se déroula à huis clos, dans une salle sécurisée du ministère de la Défense. Pas de caméra. Pas de médias. Juste la vérité, brute, froide, parfois insoutenable. Souleymane, vêtu d'un uniforme neutre sans aucun grade, ne montra ni colère, ni crainte. Il répondit aux questions avec lucidité, assumant chaque fait. Il ne nia rien. J'ai reçu des fonds d'un groupe opérant depuis Abidjan. Oui. J'ai proposé un plan de renversement sans effusion de sang, visant à prendre le contrôle de l'état-major. Oui. J'ai recruté des soldats. Oui. Et j'ai échoué. Oui. Le procureur militaire le fixa droit dans les yeux. Pourquoi? Pourquoi avez-vous trahi? Souleymane ferma les yeux un instant, puis répondit. Parce que j'avais peur. Pas pour moi. Pour nous tous. Parce que la pression internationale devient infernale. Parce que les sanctions s'approchent. Parce que les puissances qui nous observent ne reculeront devant rien. Et parce qu'Ibrahim était en train de devenir un symbole qu'il ne pourrait plus contrôler. J'ai voulu éviter un bain de sang. J'ai peut-être précipité un chaos plus grand. Dans un coin de la salle, Ibrahim écoutait. Chaque mot lui transperçait la poitrine. Il ne haïssait pas cet homme. Il l'aimait encore. Et c'était précisément ce qui rendait tout cela insupportable. Le verdict tomba après 2 jours d'audience. La commission prononça une condamnation à vie avec possibilité de révision dans 15 ans, en raison de l'absence de violence directe et des circonstances atténuantes liées à l'engagement passé du prévenu. Ce fut un coup de tonnerre. Certains officiers protestèrent, estimant que la clémence affaiblissait l'autorité du régime. D'autres, plus humanistes, saluèrent la décision comme un signe de grandeur morale. Le pays, lui, resta figé. Mais la vraie tempête n'était pas dans la sentence. Elle était dans le cœur d'Ibrahim. Le soir même, il se rendit seul au centre de détention militaire. Il demanda à voir Souleymane une dernière fois. Cette fois-ci, ce ne serait plus un chef d'État face à un prisonnier, mais un ami face à son double brisé. Dans la cellule, la lumière était tamisée. Souleymane leva les yeux, surpris.
Tu n'avais pas à venir. Je ne pouvais pas ne pas venir. Ibrahim s'assit en face de lui. Aucun garde. Aucun enregistrement. Tu sais, on nous a formés pour tuer. Pour protéger. Pour obéir. Mais personne ne nous a jamais appris à faire face à la douleur de ceux qu'on perd sans les voir mourir. Souleymane sourit tristement. Tu crois que je dors la nuit? Que je suis fier. Je t'ai trahi, mais j'aurais préféré mourir que d'être celui qui t'a blessé. Ils restèrent un moment en silence. Puis Ibrahim sortit de sa poche la vieille photo. Les deux soldats, jeunes et insouciants. Il la posa devant lui. Tu resteras pour toujours une partie de mon histoire. Mais désormais, c'est moi seul qui dois écrire la suite. Souleymane hocha la tête. Alors écris-la avec justice. Pas avec vengeance. Tu es ce que je n'ai pas su être. Un homme qui résiste. Ibrahim se leva, prit une grande inspiration, et marcha vers la sortie. Avant d'ouvrir la porte, il se retourna une dernière fois. Adieu, frère. Ou peut-être, à plus tard. Dans une autre vie. Les jours suivants, Ibrahim fit publier un décret renforçant la vigilance sur toutes les bases militaires. Il initia un programme national de réconciliation entre les forces de défense et les communautés civiles, pour éviter que la peur ne devienne un prétexte à la division. Mais dans ses discours, on sentait un changement. Le jeune capitaine ardent avait laissé place à un homme plus sombre, plus réfléchi, mais encore plus déterminé. Il avait compris que la lutte pour la souveraineté ne se gagne pas seulement avec des armes, mais avec des cœurs. Et que, parfois, on perd ce qu'on aime, pour protéger ceux qu'on ne connaît même pas. Et c'est cela, peut-être, le plus grand sacrifice d'un chef.